Bonjour à tous, merci pour votre présence, et bienvenue à ce webinaire, consacré à la cybersécurité des réseaux OT. Donc avec, des solutions de pare-feu industriels, proposées par, HNS Network avec leur marque Enibus Defender. Donc nous verrons, en quoi, voilà, ces types de pare-feu se distinguent, par rapport à ceux utilisés, classiquement par l'IT. Donc tout d'abord, je me présente, mon nom est Patrice Prin, puis bon, je travaille dans les environnements de communication industrielle, et de collecte de données, dans le milieu industriel depuis, plus de 28 ans, maintenant, le temps passe vite. Donc chez Ericom, je suis en charge de l'avant-vente dans la division M2M. Voilà. Donc si vous avez des questions pendant cette, présentation, n'hésitez pas à la poser là dans l'espace, Q&R, dans le chat, et je répondrai à toutes vos questions en fin de présentation. Donc voilà, vous voyez à l'écran le programme de ce webinaire. Donc je vous parlerai des principes de la cybersécurité, ses enjeux, le type d'architecture, qu'on peut trouver, et puis les solutions de protection qu'on peut appliquer. Et je finirai tout ça par une démonstration des interfaces. J'essaie de vous montrer, pour certains pare-feux avancés, quel est l'avantage d'utiliser des pare-feux OTI. Voilà. Et on finira bien sûr par vos questions et mes réponses. Voilà. Alors, en premier lieu, je vais vous présenter très rapidement Ericom. Donc Ericom, une société dont le siège social est basé en région parisienne, avec 2 agences, Saumur et Boufféré, avec les centres logistiques, administratifs, support technique. Donc nous sommes 14 dans la société. Donc Ericom existe depuis 2001, donc une bonne expérience en milieu industriel. L'équipe commerciale, ça vous permet de mettre des visages sur vos futurs interlocuteurs ou vos interlocuteurs pour certains actuels. Donc voilà, je vais pas énumérer tous les noms. Vous voyez on a 2 BU, une BU M2M, tout ce qui est passerelle, routeur, pare-feu maintenant, et une division IoT, tout ce qui est communication, voilà, des objets, sur technologie LoRaWAN. Donc voilà, donc vous avez le contact commercial si vous avez des questions, voilà, de prix. Donc une équipe avant-vente et après-vente, moi j'occupe, voilà, tous les sujets, voilà, collecte de données avec des produits comme Iwan et de la cybersécurité maintenant. Sébastien qui est plus en support, enfin en avant-vente, côté IoT, et Fabrice, support technique. Voilà. Donc notre offre produit, donc sur les 2 divisions en IoT, on va avoir une offre de capteurs, capter, collecter, visualiser. Donc des capteurs, des infrastructures, des passerelles pour remonter la donnée sur, ou la mettre à disposition de supervision, par exemple, en local, ou via le cloud. Donc on a des solutions pour visualiser les données sur des plateformes cloud. Voilà. En M2M, bon, voilà, ça va être connecter, récupérer des données industrielles, éventuellement les pousser sur des plateformes un peu plus conséquentes. Voilà. Donc voilà, on a toutes ces 3 briques, qui peuvent être indépendantes des unes des autres. Elles ne sont pas obligatoirement mariées, mais on peut offrir toute la chaîne de remontée de données. On a aussi des nouveaux services, comme des services plus IoT ou M2M, comme des cartes SIM multi-opérateurs. L'avantage, c'est qu'on paye un abonnement à l'année, vous êtes tranquille. Voilà, pour certains clients, c'est quelque chose vous payez tous les mois un abonnement. Une offre VPN en connexion permanente, notamment pour connecter des SCADA avec des sites distants. De LoRaWAN Network, donc des serveurs, on va dire, distants des serveurs LoRaWAN, des cœurs de réseau LoRaWAN plutôt. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter notre équipe IoT. Et puis également, nous avons une offre produit, des routeurs, des capteurs en IoT qu'on peut avoir sous forme d'abonnement au lieu de payer l'ensemble des équipements. Vous pouvez les avoir en mode souscription. Voilà, donc au niveau capteur, un peu quelques exemples de capteurs. Donc ça va des capteurs beaucoup
Vous avez trouvé ça dans la GTB, comme les capteurs de température, les vannes thermostatiques, hein, pilotées en sans fil en LoRaWAN. Mais aussi, on a des capteurs industriels, capteurs tout ou rien, analogiques, entre analogiques, capteurs de vibration, mesure électrique. Enfin, voilà. C'est juste un petit échantillon, mais vous avez énormément de capteurs, une offre capteur qui est assez conséquente. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Aussi bien pour le bâtiment que pour l'industrie. Notre offre M2M qui s'étoffe d'année en année, donc historiquement, on porte la solution Iwan, routeur d'accès à distance pour faire de la télémaintenance, avec l'Iwan Cozy, l'Iwan Flexi qui fait de la collecte de données. Nouveau venu chez HMS, Red Lion, qui est une sorte de RTU, de collecte de données assez puissante, très rugueuse pour le milieu industriel, avec plus de 300 protocoles. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais vous en parler un peu plus longuement. Toute l'offre Enibus, bien sûr, avec leurs passerelles. Historiquement, Enibus est connu pour les passerelles de conversion de protocoles industriels, mais maintenant également au pare-feu OT. Des petites passerelles Wi-Fi aussi également. Intesis avec les passerelles de conversion de protocole bâtiment, puis voilà, des produits qui se connectent sur les climatisations pour monter ça en mode bus, en backnet. Voilà. Et puis toute une offre routeur. Bon voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais toute une offre routeur plus ou moins intelligent. Voilà. Et notre offre plateforme. Donc pour tout ce qui est OT, on travaille beaucoup avec IOFink, leur plateforme Keron, qui est très bien adaptée pour avec les décodeurs de plus de centaines de capteurs différents. L'offre Ileva qui est plus orientée pour les produits One, et puis Hexacom avec le logiciel d'analyse statistique des données avec un connecteur pour collecter les données dans Iwan, mais pas uniquement. Voilà. Voilà, quelques marques et également des partenaires avec lesquels on travaille. Ontarc pour tout ce qui est compteur avec les sorties TIC, compteur électrique. Vous avez des entrées sorties déportées, des switches industriels. Enfin bon, voilà, on a toute une série de partenaires qui complémentent notre gamme. Voilà. Voilà, sur les métiers avec lesquels on travaille, donc tout ce qui est intelligent, smart, voilà, la ville intelligente, donc apporter des services. Tout ce qui est énergie également, un gros domaine, l'industrie et puis le smart building, bien sûr, on est très présent là-dessus. Voilà, donc on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, donc avec la gamme Nibus Defender, voilà, donc une gamme de pare-feu dédiée à la sécurité, voilà, des réseaux OT, voilà, uniquement. La partie IT, c'est différent, voilà. Alors juste un petit mot sur HMS, donc HMS ça veut dire Hardware Meets Software, donc voilà, ça parle de lui-même. Donc c'est une société, un groupe basé en Suède, avec plus de 700 employés dans le monde, coté en bourse, créé dans les années 80 avec les premiers produits Enibus. Donc plus de 16 agences dans le monde, plus de 50 partenaires. Donc voilà, une société spécialisée dans tout ce qui est communication industrielle. C'est vraiment leur leitmotiv. Avec acquisition d'un certain nombre de marques, donc Iwan en 2016, Intesis également la même année, XAT qui est plus pour les convertisseurs CAN, et puis Red Lion l'année dernière, 2024, donc un fabricant américain, voilà, qui grosse acquisition de leur côté. Voilà. Alors, on va commencer par définir la cybersécurité outil en quelques mots, et ce pour bien délimiter en fait le périmètre d'action. Alors, l'outil en fait ça veut dire opérationnel technologie, et désigne le réseau de machines, des PLC, des automates industriels, la supervision. Ce qu'on demande à ce type de réseau en fait, c'est une fiabilité et sa disponibilité qui permet de garantir en fait la production.
Voilà, un dysfonctionnement par une attaque, peut avoir de graves conséquences, arrêt de la production par exemple, mais également, des conséquences plus graves, sur l'humain, des accidents, un process industriel qui devient incontrôlable, donc avec des conséquences qui peuvent être assez, graves pour l'humain et l'environnement. Donc à droite, vous pouvez voir une échelle là, on appelle ça le modèle Purdue. Alors, à quoi ça sert cette échelle? En fait, cela permet en fait de hiérarchiser les différents réseaux qu'on va retrouver dans une entreprise. On commençait à voir, vers quoi on va aller, donc ce dont je vais vous parler, c'est la segmentation des réseaux qui est une clé de la cybersécurité. En fait, donc si on commence par le niveau haut, donc vous allez avoir le niveau 4 qui va correspondre aux services administratifs, à la direction, les services connectés sur le cloud, qui sont eux du ressort de l'IT. Le niveau 3, lui, va être en fait à cheval entre l'IT et l'OT, et ça va concerner plus les opérations de production, enfin la planification, l'analyse de la production. On va être sur ces deux milieux-là. Donc là, on est encore une partie sur l'IT et l'OT. Souvent, l'IT se l'attribue. Et ce qui est en dessous, niveau 2, niveau 1, niveau 0, c'est l'OT. Souvent, l'IT, c'est plus trop leur problème. Alors que vous pouvez avoir quand même des risques d'attaque. Voilà. Donc, le niveau 2 est localisé voilà, sur le réseau OT et concerne la supervision. Voilà. Vous allez avoir le superviseur, les IHM, etc. Le niveau 1 correspond aux automates, voilà, ou RTU sur les machines, et le niveau 0 concerne les capteurs. Bon, souvent, on a des capteurs analogiques qui vont être connectés directement sur les PLC. Nous, on peut avoir des capteurs aussi Ethernet qui vont être basés sur le réseau. D'où l'importance en fait de segmenter tous ces niveaux de réseau. En fait, pourquoi? Voilà, ça permet de se rendre compte sur la nécessité de segmenter ces réseaux et en cas d'attaque, en fait, c'est plus facile d'isoler une partie du réseau, et ça permet que l'attaquant n'ait pas accès à l'ensemble de toute la chaîne. Voilà. Alors, quels sont les types d'attaques qu'on peut avoir, notamment sur les réseaux outils, Les plus courantes, en fait, c'est les attaques DDoS, enfin DOS ou DDoS, c'est à peu près similaire, DOS, c'est Denial of Service, un seul attaquant qui va envoyer une multitude de requêtes, en fait, qui va saturer la stack IP. DDoS, en fait, c'est le même type d'attaque, mais par de multiples attaquants. Voilà, c'est encore pire. Voilà. Si on veut faire une petite analogie, voilà, les attaques, voilà, on est dans un magasin, voilà. Il y a une foule carrée devant ce magasin qui bloque l'accès de la porte devant ce magasin et pose plein de questions au personnel sans rien acheter. Voilà, le personnel est submergé et en fait, les clients légitimes qui veulent avoir des réponses ou même qui voudraient acheter ne peuvent pas le faire. Donc en fait, les systèmes deviennent totalement inopérants. Voilà, si on veut faire une petite analogie, ce serait ça. C'est une multitude de requêtes en fait qui met à plat le stack IP. On peut avoir des attaques par malware, donc les malwares, on pense aux PC, bien sûr, les PC antivirus qui permettent de les. Mais aussi, on a également des malwares côté PLC, voilà, qui vont attaquer des PLC d'une marque bien précise, parce qu'ils connaissent, voilà, les éventuelles failles. Euh, Par exemple, là, il y a un malware qui a été détecté l'année dernière, en 2024, qui s'appelle Frusibo. Il se fait passer pour du Modbus. Et en fait, il a été découvert en Ukraine, dans des services de chauffage. Et en fait, il y a eu une panne pendant près de 48 heures, en fait, où il n'y avait plus de production de chauffage pendant cette durée-là, quoi. Voilà. Donc en fait, voilà, toutes les infrastructures de gestion d'énergie, de transport, d'eau, peuvent être la cible de ce genre de malware. Alors les attaques par injection de paquets, on va dire que ça peut, c'est pas des attaques DOS, c'est en fait, on va aller envoyer une requête, avec des données inexactes qui vont perturber le système. Voilà. Donc c'est un type d'attaque qu'on peut avoir,
Les attaques par écoute clandestine, hein, en fait, ça a pour but de voler des informations comme la méthodologie, hein, de process, hein, en fait, voler la propriété intellectuelle, d'un process industriel. Voilà. Et vous avez enfin les attaques par accès non autorisé. Alors, ça c'est, vous avez des systèmes des fois sur le réseau qui sont faiblement protégés, un login mot de passe par défaut, ou un login et un mot de passe très simple, pas d'authentification multifacteur, hein. Voilà, comme des services résidents, voilà, simples à pirater comme le FTP, le Telnet, donc qui peut être une porte d'entrée, en fait après à votre réseau, quoi. Donc voilà un peu les attaques les plus courantes qu'on peut trouver, hein, dans l'outil, hein. Alors juste pour un état des lieux, selon l'ANSSI en fait, l'agence française, hein, qui s'occupe, de la cybersécurité en France, hein, les attaques sur les réseaux outils, voilà, sont en forte augmentation depuis 2020, hein, avec, pour 2023 un nombre record d'incidents, plus de 3 700, hein. Pour 2024, j'ai pas réussi à avoir les chiffres, mais bon, ça doit être au moins similaire, je pense, hein. Ne pas oublier aussi que la directive, NIS2, voilà, directive, qui est applicable dès à présent et oblige un certain nombre d'acteurs, dits essentiels, hein, de garantir leur propre cybersécurité. Voilà, sous peine d'amende, et cetera. Ça peut aller assez loin. Heu, voilà, ça concerne beaucoup les acteurs de la gestion d'énergie, hein, de l'eau, opérateurs internet, transport, hôpitaux, heu, la chaîne alimentaire également. Voilà. Pour les acteurs financiers comme les banques, hein, sont régis par une autre directive, hein, qui s'appelle DORA, voilà, comme, le dessin animé si je me rappelle bien. DORA, donc c'est une autre directive, c'est un autre sujet, voilà. Hem, alors, en fait, on voit que les systèmes de protection, classiques pour l'IT ne sont pas toujours adaptés à l'OT. Heu, pour l'IT, en fait, le focus, principal, en fait, ça va être la protection des données et des informations sensibles, hein, qui vont être sur le réseau, hein. Parce que bon, voilà, c'est souvent des réseaux, administratifs, hein, la direction, donc on peut avoir voilà, des informations sensibles, hein. Heu Donc avec des PC, des serveurs, ce genre de choses, hein. Donc les protections utilisées font déjà les antivirus, heu, les systèmes de chiffrement de données avec des VPN pour les accès distants, des pare-feux, détection d'intrusion, voilà, classique, hein. Pour l'OT, en fait, le focus est un peu différent. C'est, comme je disais en préambule, hein, la priorité, c'est la disponibilité du réseau. Heu, en fait, pour assurer la continuité et le contrôle de la production. Ça, c'est vraiment la priorité numéro 1. Donc les équipements que l'on trouve, hein, comme les PLC, hein, n'ont pas, voilà, des sécurités natives comme, peuvent avoir les PC, hein, surtout pour les plus vieux, PLC, hein. Il y a pas de sécurité vraiment native, donc il faut utiliser des pare-feux adaptés à ces réseaux et je vous montrerai comment on peut adapter tout ça. Donc en fait, on a des pare-feux de nouvelle génération avec, des fonctions comme l'inspection de paquets en profondeur qui vont pouvoir laisser passer certains protocoles, mais surtout même certaines trames dans les protocoles, avec des pare-feux qui connaissent les protocoles et on laisse passer uniquement certaines choses, autorisées. Voilà, ça, j'en parlerai un peu plus tard. Voilà. Alors quelques solutions simples, hein, pour se protéger, hein. C'est déjà, comme je disais, selon l'échelle Purdue, hein, segmenter les réseaux. Voilà. Heu, en fait, la segmentation des réseaux, hein, c'est la règle de base, hein, de la cybersécurité, qui permet en fait de réduire la surface d'attaque. En fait, c'est tout là la surface d'attaque est essentielle. C'est quoi la surface d'attaque? C'est, le nombre d'équipements qu'on va, une fois qu'on est rentré, qu'un attaquant est rentré sur un réseau, à quoi il a accès. Soit il a accès à tout, soit uniquement une partie. En fait, le le but, c'est de ralentir sa progression, quoi. Voilà, c'est tout, hein. Un hacker qui veut rentrer, il arrive toujours à trouver une porte d'entrée, quoi. Voilà. Donc en fait, lui limiter, qu'il ait pas forcément accès à l'ensemble du réseau. En fait, pour multiplier ses efforts pour arriver en fait à ses fins. Voilà. Donc
Donc on va utiliser voilà, des pare-feux hein, qui vont pouvoir voilà, segmenter les réseaux, hein, faire le routage des réseaux de l'un vers l'autre, hein, mais surtout filtrer. Alors, il y a beaucoup de règles hein, de filtrage selon l'adresse IP, mais ça suffit pas. L'adresse MAC, qui est l'identifiant physique hein, d'un équipement, le numéro de port, les protocoles, l'inspection de paquets, le sens du flux. Là, on peut utiliser comme des diodes hein, en électricité, vous devez connaître ça, les diodes, hein, qui laissent passer uniquement l'électricité dans un sens. Dans l'informatique, on a la même chose, on peut laisser passer que le flux dans un seul sens. Bon, dans l'autre sens, on répond aux requêtes, mais la requête euh, initiée, elle peut être que dans un sens. Voilà. Alors, quand c'est possible, l'idéal, c'est d'utiliser des protocoles de communication chiffrés et authentifiés, comme l'OPCUA, hein, c'est un bon exemple. Hein. Quand c'est en interne du réseau, quand c'est des protocoles externes qui doivent sortir, le MQTT est pas mal, hein, ou même le HTTPS pour des communications externes. Voilà. L'utilisation de VPN aussi, hein, c'est quelque chose qui est grandement conseillé. Voilà. La mise à jour régulière de vos équipements. Bon, voilà. Bon, je le répète là, mais c'est des règles de base, mais bon, on n'a pas toujours le temps, on n'y pense pas. Et voilà, mais ça fait partie aussi de la chaîne de sécurité. Alors, quand le système le propose, avoir une double authentification, c'est pas mal. Hein. Ça renforce la cybersécurité, puis aussi utiliser les mots de passe, des mots de passe forts. Voilà, on ne dira jamais assez, mais bon, voilà, c'est aussi la clé. La surveillance continue hein, de vos process. Hein. Il y a des logiciels qui permettent de surveiller en fait le flux et détecter des flux nouveaux et intrusifs. Quoi, voilà. Des flux malveillants. Donc il y a pas mal de logiciels qui permettent de faire ça. Hein. Euh, Formation des employés, sensibilisation des salariés sur les risques. Voilà, tout le monde est acteur de la cybersécurité, voilà, des règles de base. Hein. Et ça, et sauvegarde régulière. Ça, c'est quelque chose que voilà, souvent on peut oublier, surtout quand on a des systèmes qui se paramètrent en web, par des serveurs web, on oublie voilà, de faire la sauvegarde. Hein, souvent, c'est proposé. Et en fait, tout ça pour préparer votre plan de reprise. Il faut toujours, voilà, pour votre production, avoir un plan de reprise. C'est-à-dire en cas d'attaque, si tout est à plat, soit il faut reformater, remettre en configuration l'usine, ou même changer, avoir des spares, mais avoir vos sauvegardes pour pouvoir redémarrer le plus rapidement possible. Très important, cyber. Voilà. Alors, donc en fait, on voit hein, que la cybersécurité n'est pas une solution, on va dire, miracle. Hein. Il n'y a pas une solution unique pour la cybersécurité, c'est une addition d'obstacles hein, qui vont être mis sur le chemin des attaquants hein, et qui permet voilà, de se prémunir d'être trop facilement vulnérable. Voilà. Donc si c'est pas fait dans votre entreprise, dans votre usine, même si bon maintenant je pense que c'est quand même fait, c'est un sujet sérieux, mais bon, avoir un schéma voilà complet du réseau, hein, réseau informatique, hein, outils, identifier les risques sur voilà, les systèmes qui peuvent être facilement attaquables, hein, voire corriger ces vulnérabilités, hein, changement de mot de passe, voilà, désactivation de certains services comme le FTP ou le Telnet si c'est pas utilisé. Et puis voilà, si c'est pas fait, réfléchir à segmenter son réseau, voilà, pour, voilà, je me répète, hein, réduire la surface d'attaque. Voilà. Et le plan de reprise que je parlais, très important d'avoir une stratégie pour redémarrer très rapidement après une attaque. Voilà. Alors maintenant, on va passer sur des petits exemples d'architecture et comment on va pouvoir placer des pare-feux pour protéger. Alors, euh, ce premier exemple, voilà. Bon, ce type d'architecture, bon, j'ose espérer qu'il n'en existe plus, ou moins, il y a quelques années, il y a 10 ans, 15 ans, ça pouvait être courant, surtout sur des petits sites, où tout est sur le même niveau, c'est-à-dire les PC, administration, directement connectés derrière le routeur. Bon, voilà, ça vous avez compris, hein, c'est très risqué, hein, donc petit aparté hein, là-dessus, bon, j'imagine qu'il n'y a plus grand-chose
là-dessus, mais voilà, surtout pas ce genre d'architecture. Voilà, je rappelle, hein, l'échelle pure du que vous voyez là, c'est segmenter tout ça, créer plusieurs sous-réseaux. Alors, l'architecture minimale, hein, c'est, vous êtes connecté l'IT sur, votre box internet, avec tous les PC administratifs, hein, les serveurs, les imprimantes, enfin tout ce qui va bien, hein, du côté IT. Vous allez séparer votre IT et votre outil. Donc il faut un routeur, hein, de segmentation, hein. Séparation IT-OT, c'est des routeurs très spécifiques. Alors souvent l'IT, c'est eux qui gèrent ça parce que voilà. Heu, c'est leur partie, ils utilisent leurs produits. À savoir quand même chez Nibus, Defender, ils ont un pare-feu, hein, qui permettent de segmentation et séparer l'IT/OT, hein, le Nibus Defender, même si ça va pas être le focus là, on va regarder plus ce qu'il y a en dessous. Ils ont quand même quelque chose, mais souvent l'IT, voilà, ils préfèrent utiliser leurs propres produits, ils ont l'habitude. Voilà. Donc on peut voir ici, du côté OT, hein, sur le réseau vert, hein, on va avoir une supervision. On va avoir des PLC et puis la supervision va utiliser des protocoles, Modbus, par exemple, Profinet, Ethernet IP ou même du BACnet, enfin voilà, tout ce genre de protocoles, qui sont, voilà, pas sécurisés de nature, hein, donc quelqu'un qui se connecte là, voit tous ces réseaux en clair, heu, il n'y a pas de restriction pour empêcher quelqu'un d'attaquer directement en Modbus, en Profinet ou voilà. Alors, là, c'est, on va dire une petite aparté avant de parler de la segmentation des réseaux, si c'est pas possible, hein, ou si vous avez une toute petite infrastructure. Il est possible de rajouter quand même une bonne couche de sécurité qui va être assez, efficace en termes de sécurité, hein. Heu, en fait, de chiffrer les communications. Vous pouvez très bien avoir donc vos équipements, qui continuent de communiquer en Modbus, Profinet et vous allez mettre une passerelle au milieu qui, elle, va interroger en Modbus, Profinet, Ethernet IP, BACnet, hein, et qui va mettre à disposition les données dans un protocole qui est chiffré, authentifié, comme l'OPCUA, d'accord? Donc la supervision va s'occuper, de récupérer les données en OPCUA. Il y a quand même beaucoup de supervisions qui sont capables de le faire. Alors oui, il faut tout redéclarer, mais bon, c'est assez simple en OPCUA. Et là, si un attaquant arrive à s'introduire sur cette partie-là, en fait, il va être bloqué. Il va pas pouvoir, ou plus difficilement, s'introduire sur la partie production. Une première, c'est une, voilà, une première porte fermée, en face de l'attaquant. Voilà. Donc là, on peut mettre des passerelles, hein, de conversion de protocole comme un Z1, hein. Voilà, j'arrête de passer mon les petits Z1, hein, Flexi notamment, qui font ce boulot très bien, hein, et là, on va être bloqué à part le PC-là, sur cette partie-là et l'autre partie du réseau, voilà, on communique, dans le protocole original. Et Anibus Defender Anibus, classique, on va dire, les passerelles, hein, qui font de l'OPCUA vers différents types de protocoles, et la Red Lion, hein, le FlexEdge chez Red Lion qui fait ça également. Donc, toute une panoplie de passerelles, hein, selon ce que vous avez besoin, qui sont possibles. Donc ça, voilà, première petite couche de sécurité pour des applications, voilà, qui peuvent être simples, mais voilà, c'est efficace. Maintenant, sur les pare-feux, imaginons que voilà, c'est pas possible, on est toujours sur le réseau OT, on veut pas casser, ce qu'il y a dans la supervision, on veut garder nos protocoles, hein. Donc là, on va pouvoir mettre un petit pare-feu, là, que vous voyez ici. Heu, donc il y a ce qu'on appelle un WAN et un LAN. Pour moi, c'est plutôt 2 WAN, c'est connecté à internet, ce qui est pas le cas là, mais bon, ça permet en fait, on a 2 réseaux, d'accord? Un premier réseau là, d'accord? Et on va aller sur les différents équipements, en Modbus, en Profinet et cetera, d'accord? Donc on va pouvoir filtrer, en fait, ce qui passe ici sur le réseau de production. On va pouvoir dire si ça vient de telle IP, de telle adresse MAC, et on va laisser passer, tel type de protocole, par exemple le Modbus, on va ouvrir au port 502, d'accord? Pour les pare-feux un peu plus avancés, hein, on va pouvoir même faire de l'inspection de paquets, ce que je parlais en profondeur, c'est-à-dire analyser. Si je prends l'exemple du Modbus, qui est peut-être, le plus parlant pour tout le monde,
On va laisser passer une requête en holding register, voilà, fonction 3 à telle adresse. Voilà, on peut aller jusque-là. Il faut que le pare-feu connaisse ces protocoles et c'est tout l'intérêt des pare-feux aussi. J'en parlerai bon, un peu plus tard, mais bon, on est capable de détecter le protocole Modbus, qui est assez courant, Ethernet IP, un SIP, et en développement Profinet. Donc, ça ouvrira pas mal de portes. Voilà, un autre exemple d'architecture. Précédemment, on découpait juste en 2 sous-réseaux, mais on peut découper en voilà, en une multitude d'autres sous-réseaux derrière l'outil. On va avoir une zone de production 1, on a une plage IP ici, on a un deuxième réseau avec une autre plage d'IP, donc on segmente, et on peut, avec d'autres pare-feux, hein, moins avancés, on peut aussi avoir autoriser qu'un seul sens de flux pour aller chercher les données sur une production qui sera plus critique et empêcher qu'on puisse s'y introduire plus facilement. Donc, mettre une barrière supplémentaire. Voilà. Voilà. Alors, autre possibilité, vous pouvez en fait sécuriser une partie de votre réseau OT. Imaginons que bon, voilà, c'est très voilà, vous avez un réseau qui va un peu de partout dans votre usine, une zone qui est moins surveillée ou plus facile d'accès. Et en fait, vous pouvez, entre le départ côté voilà, supervision, vous avez un réseau, et à l'arrivée sur votre zone de production, vous pouvez créer un VPN entre les 2 routeurs. Voilà. Donc si quelqu'un se connecte ici, parce qu'il y a des switches, hein, parce que ça peut être très long, donc il faut mettre plein de switches. Si quelqu'un se connecte ici, en fait, il n'y a que le VPN qui passe, et en fait, il peut rien faire, il ne voit pas ce qui passe en clair, et il ne peut pas non plus s'introduire sur le réseau. C'est bloqué. D'accord? Donc on sécurise une partie du réseau en chiffrant la communication. Voilà. Et après, on repart sur les zones de production. D'accord? Est-ce que j'ai tout dit là-dessus? Alors, également, on voit si on là, je remonte un cran au-dessus, on a la partie IT, la partie OT, où on a la supervision en première segmentation de réseau. Le côté supervision, bon, c'est des PC, hein, généralement, hein. Windows, ils ont leur antivirus, mais on peut rajouter une barrière hardware supplémentaire. On peut mettre voilà, un petit pare-feu comme ça, qui va empêcher déjà les communications initiées du réseau OT de remonter sur le PC. C'est uniquement le PC vers le réseau OT, d'accord? Enfin, vers les PLC notamment, d'accord? Donc voilà, c'est une barrière hardware supplémentaire pour vraiment sécuriser encore plus, même si le PC Windows, il a ses propres pare-feu software, mais bon, voilà, on rajoute une barrière hardware. Voilà. Alors, enfin, un dernier exemple de ce qu'on peut faire ça nous a été demandé, sur le cas de l'accès à distance pour faire de la télémaintenance. D'accord? Donc là, j'ai symbolisé un petit exemple avec un Iwan Cozy, hein, ou un Flexi, ça pourrait être la même chose, hein, c'est un fabricant de machines, hein, qui installe ça chez son client dans l'usine. Donc la machine qui est là, et il met voilà, un petit COSI qui est connecté à internet, son 4G via l'Ethernet, enfin, n'importe, hein. Voilà, donc pour faire la télémaintenance sur la machine. Et le client final, lui, il veut se connecter aussi sur la machine, sur le PLC, pour le raccorder à sa supervision. Mais bon, il est pas très rassuré par ce routeur là qui est là, qui est connecté à internet. Même si on sait, voilà, alors ça peut être un Iwan Cozy ou une autre marque, hein, de routeur d'accès distance, hein, n'importe, hein, on s'en fout, hein. Mais Iwan Cozy, on sait qu'il apporte toutes les sécurités, hein, mais voilà, psychologiquement, c'est pas forcément rassurant. Donc on peut rajouter une barrière supplémentaire entre la partie qui est connectée avec le routeur et le réseau de supervision du client. D'accord? Donc, on va pouvoir dire tout ce qui arrive de cette partie réseau de la machine et du côté routeur, tout ce qui arrive là qui veut aller vers le réseau du client est bloqué. D'accord? Pas besoin, hein,
d'autoriser ce sens-là, puisque voilà, ce qu'on veut uniquement, c'est laisser passer le flux de la supervision vers la machine, d'accord? Donc là, on va laisser passer uniquement les requêtes dans ce sens-là, les bloquer dans l'autre sens, et également, on va pouvoir laisser passer uniquement les requêtes de type Modbus. Voilà, par exemple, si c'est du Modbus, si c'est de l'Ethernet IP, ce sera voilà, d'autres protocoles, ou du Profinet aussi, autre chose. Voilà, vous allez pouvoir uniquement laisser passer le protocole que l'on souhaite. Donc voilà une manière voilà, de sécuriser encore plus l'accès à distance et de le laisser en place parce que bah, ça apporte quand même beaucoup de confort pour les gens pour le dépannage. Quoi. Voilà. Alors, maintenant, on va voir les propositions produits qu'on peut vous faire hein, avec les pare-feux Anibus Defender. Hein. Donc là, on a l'entrée de gamme. On a l'entrée de gamme avec l'Anibus Defender compact. Il est là. Voilà, je cherchais. On a ce petit produit là, donc qui est assez compact. Hein, vous voyez, hein, Ride-in. Assez compact avec le port WAN ici, et là un petit switch LAN, hein, il y a une seule IP là-dessus. Donc c'est un réseau 1, un réseau 2, hein, pour moi c'est tout, hein, d'accord. Console de programmation en USB, voilà, et puis des petites lettres d'information. Voilà. Donc ce petit produit en fait est vraiment l'entrée de gamme de chez Anibus Defender. Pour l'avantage, il est très intuitif au niveau du paramétrage. Hein. Je vous montrerai en fin de webinaire hein, l'interface. Oui, c'est assez intuitif. Voilà, vous voyez un petit exemple ici. Hein. Donc lui, donc il y a un WAN, 3 ports LAN qui focus le switch. Hein. Vous pouvez avoir pour le routage soit en mode transparent bridge, hein, en pont, hein, c'est-à-dire que les deux, tout à une seule IP, hein, et on fait que filtrer ce qui passe d'un port à un autre. Mais on est sur la même plage. C'est ce qu'on appelle les bridges. Sinon, on l'utilise en mode gateway, en mode routage. Là, on peut faire du NAT, qui va bien, NAT 1 sur 1. Voilà. Et puis, le filtrage IP, MAC, port, protocole, avoir une liste noire, une liste blanche de ce qu'on autorise ou pas. Ce modèle-là, il n'a pas la sélection de paquets en profondeur, hein, comme dire, voilà, le Modbus, je veux laisser passer que les requêtes fonction 3 à telle adresse. Là, il n'y a pas, il faut passer sur une gamme un peu plus avancée. Voilà. Voilà pour cette partie-là. Alors, en fait, on a pour les pare-feux un peu plus avancés, on a 3 modèles hardware. Alors, ces pare-feux permettent voilà, des filtrages et des paramétrages voilà, assez fins. Voilà. Donc le paramétrage est réalisé par les pages web embarquées. Hein. Il dispose aussi de ports USB pour la sauvegarde de l'application, enfin du paramétrage, d'un port console HDMI. Voilà. Et bien sûr, en fait, ces équipements, ils ont toutes les fonctions classiques des pare-feux, hein, les fonctions de pont transparent, de routeur en NAT, simple, NAT 1 sur 1, port forwarding, filtrage par IP, par MAC, par port, par protocole. Mais en plus, on peut avoir les inspections de paquets en profondeur. Voilà, ce qui permet de filtrer ce qui passe ou pas au niveau protocolaire. Voilà. Donc, ça, au niveau protocole, actuellement, vous avez le Modbus TCP, l'Ethernet IP, un protocole SIP. Hein. Et bientôt le Profinet, c'est en cours de développement. On aura bientôt ça. Ces routeurs aussi, ils ont les fonctions VPN qui permettent de créer un VPN parfois à un autre. Oui, un autre serveur VPN, hein, n'importe. Hein. Peut être client ou serveur, hein, on configure. Hein. Vous allez avoir les fonctions de détection d'intrusion, hein, ce qu'on appelle IPS. Peut-être déjà vu quelque part. Hein. Détection d'intrusion, qui utilise le virtual patching. Alors c'est quoi ça? Virtual patching, en fait, c'est pour protéger de manière temporaire une application ou un équipement voilà, dès la détection de la menace. Voilà. Ça, il va y avoir une protection automatique qui va se mettre en place hein, dès la détection d'intrusion.
Donc ça, c'est quelque chose vraiment spécifique à ce type de routeur, hein. Et le virtual patching d'Anibus, en fait, utilise 2 outils sur open source, hein, qui sont Snort et Suricata. Donc, je sais pas si ça parle à certaines personnes, mais bon, voilà, c'est des algorithmes qui vont détecter les intrusions et qui vont mettre en quarantaine ou protéger voilà, un système dès la détection, avant, après la mise en place de correctifs. Voilà. Vous avez le traffic shaping, hein. Bon, je garde les termes anglais parce que bah, c'est ce qu'on trouve un peu partout, et puis c'est plus parlant, hein. L'organisation du trafic, hein, et la gestion de la bande passante, hein, prioriser le trafic, voilà, ça a pour but en fait de décongestionner le trafic, voilà, et puis optimiser les performances. Et vous avez également le Captive Portal. Alors, en fait, le Captive Portal, ça permet d'avoir une page d'authentification à des utilisateurs, hein, avant d'accéder au réseau. Comme vous allez à l'hôtel, par exemple, il faut vous identifier de différentes manières, hein. Donc ça, on peut le paramétrer, hein. Par exemple, vous allez pouvoir mettre un point d'accès Wi-Fi et puis donner l'accès, mais via une authentification d'utilisateur. Voilà. Et en fait, la gestion d'utilisateur peut être interne au pare-feu, mais elle peut être connectée à un serveur Radius ou à LDA AD pour en fait gérer les utilisateurs plus facilement. D'accord. Alors, euh, donc je vous disais qu'il y avait 3 modèles, hein, hardware. Donc le premier, c'est le 4002. Et puis il y a il y a 2 ports Ethernet, hein, un port 1, un port 2. Et il a les mêmes fonctionnalités que c'est uniquement des différences hardware. Donc le 4002, hein, qui est l'entrée de gamme de ces routeurs avancés. Euh, du paramétrage, on le verra tout à l'heure, hein, le paramétrage. Euh, Après, vous avez l'Anibus Defender 6004 et 6024. Donc le 6004, il a 4 ports Ethernet. En fait, on peut avoir 3 réseaux différents distincts. D'accord. Donc ça peut être assez bien pour partir, avoir une segmentation plus importante de vos réseaux. Voilà. Et puis les mêmes fonctionnalités que les autres. Le 6024, en plus, il a aussi 2 ports fibre optique. Voilà. Alors, ces routeurs avancés, hein, ils peuvent être commandés avec sous 3 versions. Je ne parle pas de licence parce que bah, voilà, c'est des licences à vie, donc c'est plutôt des versions pour moi. Il n'y a pas de reversion tous les ans à donner, hein. Donc vous avez 3 licences. Donc les fonctions NAT, hein, euh, avec les pare-feux classiques, voilà, le filtrage des IP, MAC, port protocole, donc fonction de base, hein. Vous n'avez pas l'inspection de paquets en profondeur, hein, avec ces versions-là. Donc il faut prendre la version DPI qui est en plus des fonctions NAT, hein, fonction d'inspection de paquets. Vous pouvez créer des règles, des plannings de règles, c'est-à-dire que vous allez autoriser, voilà, à faire passer certains flux uniquement sur certaines tranches horaires de telle date à telle date. On peut créer des règles. Voilà. Et vous avez le virtual patching aussi, hein, dans cette fonction-là. Voilà. Et la version la plus étendue, c'est la version Pro, qui peut avoir des, des fonctions, voilà, comme le captive portal, hein, pour avoir un accès à un réseau par une page web utilisateur, hein, une authentification utilisateur. Vous pouvez créer ce qu'on appelle des OT SD-WAN, c'est des accès au réseau OT avec renforcement, voilà, de la sécurité, comme le Captive Portal. Voilà. Voilà. Bon, ce tableau, de toute façon, vous aurez le replay, ou si vous voulez le support, hein, n'hésitez pas à me contacter, hein, vous aurez tout ça, hein. Alors, en complément, il y a un logiciel, hein, une console, hein, de surveillance des pare-feux, qui est uniquement valable pour les séries 4000 et 6000, hein, pas pour le compact, hein, qui va pouvoir en fait centraliser et gérer de manière centrale en fait, vos différents pare-feux. En fait, vous allez pouvoir gérer, bah, le déploiement, voilà, les sauvegardes, heu, gérer, voilà, les firmware, les mises à jour firmware quand il y en a, de manière centralisée, sur un poste central, un poste qui va tourner sur Windows, quoi. Voilà. Donc voilà.
C'est pas obligatoire, mais bon, voilà, si vous avez un certain nombre de pare-feu Anibus sur votre réseau, ça peut être intéressant d'avoir ce logiciel-là. Alors maintenant, on va passer à la démonstration, hein. Je vais commencer par le petit, petit pare-feu. Donc c'est l'Anibus Defender compact, hein. Euh, hop, je vais vous passer. Voilà. Donc là, le logiciel. Donc relativement simple, hein. Donc au niveau du paramétrage, il y a un wizard, mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Vous allez pouvoir choisir si vous travaillez en mode bridge ou en mode gateway. Donc bridge, c'est-à-dire un seul réseau, hein. En mode gateway, vous avez deux réseaux avec des plages d'IP différentes. Vous allez configurer des IP pour chacun des réseaux. D'accord. Ensuite, vous allez pouvoir définir le sens de flux qu'activer. Donc, vous autorisez le sens WAN to LAN, vers le LAN, d'accord? Un seul sens de flux. Et les requêtes initiées du LAN vers le WAN, là, dans ce cas, sont bloquées à passeport. D'accord? Vous allez pouvoir faire du simple NAT, hein, c'est-à-dire créer, c'est du NAT 1 sur 1. Vous allez pouvoir en fait créer du côté d'un côté du réseau des IP virtuels, hein, supplémentaires, hein, qui n'existent pas réellement au niveau hardware, mais qui existent dans le routeur, donc des IP supplémentaires, qui vont être mappés à des IP de l'autre côté du réseau, là dans ce cas LAN, avec des IP par contre réels sur des vrais équipements. Donc les requêtes qui arrivent là ici en 100.3, 192.168, 100.3 sont dirigées vers cette adresse IP qui est l'adresse IP d'un vrai équipement. Voilà. Et en 100.4, on redirige vers un autre équipement. D'accord. Donc là, il n'y a pas de filtre, hein, ici, on fait passer. Après, on verra qu'on peut filtrer ce qu'on laisse passer aussi. Voilà. Donc on a le simple mat, le port forwarding. Donc je ne rentre pas dans les détails, c'est tout classique, hein, de ce qu'on va trouver dans les pare-feux. Après, vous avez voilà, le filtrage. Donc déjà, on va définir ce qu'on laisse passer du WAN vers le LAN. On peut tout laisser passer ou on peut décliner et dire uniquement, on décline tout sauf les règles qu'on a définies. D'accord. Et les règles, on va les définir ici. Par exemple, on peut dire l'adresse IP source, voilà, source port, on peut dire, par exemple, si on veut filtrer le mode bus, qui est le plus simple, je dis voilà, si ça arrive du port mode bus. On peut aussi filtrer par la MAC aussi. D'accord. On peut aussi autoriser uniquement si ça se dirige vers telle adresse MAC, d'accord? Et en destination, si ça va vers tel équipement, et tel port, bah, là aussi, bah, je dis si ça part sur le 502, d'accord? Protocole, on peut filtrer sur le TCP, UDP, CMP pour permettre les pings. Voilà, et là je peux dire j'accepte ou je rejette. Voilà. Donc voilà un peu comment on définit les règles, hein, on peut en définir autant qu'on veut, hein. Voilà. Après on peut définir des routes. Voilà, et puis bon, on a des fonctions, on a des logs, des captures qu'on peut voir en Wireshark également après, hein. Donc voilà. Donc produit assez simple, hein, qui fait le travail de simple pare-feu, quoi. Voilà. Voilà pour ce produit-là. Maintenant, je vais passer sur l'Anibus Defender, les séries 4000, 6000. Alors, désolé pour le bruit peut-être. Alors, vous allez voir le produit déjà plus conséquent. Désolé, il y a des câbles un peu de partout parce que je vais me connecter dessus. Donc là, c'est le 6004, hein, un des plus haut de gamme, hein, avec le port HDMI qui est là, hein, le port USB au-dessus. Voilà. Alors, je vais me connecter dessus. Alors, hop, une seconde. Voilà, donc je suis connecté sur mon pare-feu. Donc là, bien sûr, il y a un login mot de passe, hein. Bon, là, je me suis déjà connecté, à moins qu'il soit déconnecté. Non, voilà.
Alors, donc vous avez, bon, déjà, les températures intérieures, hein, parce que, voilà, il y a un processeur, qui tourne, voilà, assez vite, donc on peut vite monter en température selon l'environnement, hein. Ça touche, c'est déjà un petit peu chaud, hein. Faut voir déjà l'état de santé. S'il est pas à fond à tourner, l'utilisation, c'est que tout va bien, il y a pas d'attaque, tout va bien. D'accord? Alors je vais pas rentrer dans tous les menus, parce qu'il y a énormément de menus, hein. Il y a les fonctions de sauvegarde, gérer les certificats pour se connecter en HTTPS notamment, on peut générer un certificat. Comme ça, on peut dire, voilà, uniquement le un utilisateur authentifié va pouvoir se connecter. Il y a des wizards pour générer la configuration, voilà. Sinon, après, vous avez accès à tous les paramétrages. Alors, on voit les 4 ports, hein. Donc là, on va définir, voilà, si on est en IP statique, en DHCP, enfin, voilà. On peut même changer l'adresse MAC, mettre une adresse MAC que l'on souhaite nous, en interne. Voilà, il y a toute une série de paramètres assez avancés, hein, donc pour tous les, les réseaux. D'accord? Donc chaque réseau peut être totalement indépendant. Ensuite, vous avez les fonctions de pare-feu et les règles de filtrage. Alors, vous avez les fonctions NAT. Voilà, on peut faire du NAT assure, hein, comme là, par exemple. Voilà, j'ai mappé une adresse IP 10.6, là, 192.168.10.6, vers l'adresse IP 10.10.200.53. Ça existe vraiment physiquement. Ça, c'est une IP virtuelle du pare-feu. Et comment je fais une IP virtuelle? Ben, je la crée ici. Voilà. Donc, je peux la créer, je peux en créer autant que je veux. Il faut qu'elle soit disponible, hein, bien sûr, hein. Et après, je définis une règle NAT. Une fois qu'elle est créée, voilà, j'affecte un mappage, c'est-à-dire un lien avec une adresse IP sur un autre réseau. Voilà. D'accord. Euh, Également, dans les règles, on va pouvoir filtrer ce qu'on laisse passer. Voilà, l'IP source, par la MAC également, on peut définir, hein. Numéro de port, destination, voilà. Donc on peut, voilà, vraiment tout faire du côté WAN, du côté LAN, enfin sur tous les ports, on va pouvoir définir nos règles de, de filtrage. Les schedules, c'est les plannings. Donc voilà, on peut définir telle date à telle date, j'autorise certaines règles. En fait, si je vais dans une des règles, hop, si je l'édite, je vais dans les paramètres avancés, c'est quelque part en dessous. Voilà, ici, je peux choisir, tiens, la règle, le planning que j'ai défini là. Donc la règle sera effective uniquement sur ce planning-là. Voilà. Donc voilà, en gros, voilà, rapidement. Euh, le côté intéressant dont je voulais vous parler, bon, bien sûr, c'est les profils industriels. Donc là, c'est l'inspection de paquets. Euh, donc on peut créer des profils, mais voilà, on va pouvoir régler des règles, créer des règles, voilà. Et là, je vais choisir, voilà, protocole SIP ou Modbus, c'est plus facile, que je connais mieux. Vers le numéro d'esclave, par exemple, adresse 100, pas adresse, numéro d'esclave 100, par exemple. Je choisis le code fonction que je laisse passer, hein, holding register. Voilà, vers l'adresse 0, par exemple. Et je sauvegarde et je rajoute mes règles comme ça. D'accord? Donc là, il faut connaître un peu ce qui passe. Voilà. Donc bientôt, il y aura le Profinet en plus, hein, d'accord? Alors, si vous ne connaissez pas tout, bah, il y a une possibilité en fait de regarder ce qui passe. D'accord? Si mon routeur est déjà paramétré pour laisser passer des requêtes de l'un à l'autre, hein, je laisse tout passer pour le moment. En fait, on peut aller dans paquet de capture. D'accord? Et là, je peux démarrer un enregistrement. D'accord? Start. Hop, je démarre. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre Modbus Docteur. Si ça vous parle, hein, c'est un client Modbus, hein, et je vais, voilà, me connecter à mon équipement, hein, 10.6 là, qui est mappé de l'autre côté vers une autre adresse, hein, qui commence en 10.10, hein. Ça marche, je fais des lectures, voilà, ça bouge.
je fais des lectures. Tiens, en holding register, je vais faire ça aussi en input register. Voilà, je vais faire aussi des requêtes call. Voilà, toujours pareil, hein, l'adresse au 0, on s'en fout. Hein. Voilà. Donc, pendant ce temps-là, en fait, voilà, je fais mes petites requêtes. Hein. Donc, imaginons hein, qu'il y a une supervision. Hein, vous laissez passer la supervision pour qu'elle fasse voilà, toutes ces requêtes. Et une fois que vous avez fini, voilà, vous faites stop. Là, il y a toutes les requêtes qui sont passées. On peut faire analyse capture. Et là, en fait, il a détecté 3 types de requêtes. Ma requête type fonction 3, type fonction 3, 4, type fonction 1. D'accord? Donc tout seul. Donc en fait, je peux les rajouter en tant que règle. D'accord? Add rule. Voilà, elle sera rajoutée. Voilà. Puis après, je vais les retrouver dans mon pare-feu. Voilà. Et après, je vais les. Bien sûr, après, il faut aller dans les rôles, dans ce que je. Hop. On aura quelque part, si je me souviens bien, voilà, les règles, on peut, hop, non, c'est Industrial Profile. Et là, je choisis ma requête. Ah, il faut que je crée d'abord un profil. Enfin bon, voilà. Enfin, vous avez trouvé le. En fait, ici, là, il faut que je. Industrial Profile, j'ai mes rôles. Voilà, il faut que je crée un profil. Voilà, je vais l'appeler, je sais pas, pour aller vers un PLC. Hop, je dis j'autorise. Ouais. J'autorise, voilà, et la règle que j'ai ajoutée tout à l'heure. Voilà. Et j'ajoute. Et là, après, ma règle, elle pourra être appliquée. Voilà. Donc voilà le principe de ces fonctions purement outils. Hein. Bon, vous avez bien sûr plein d'autres services. Hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que voilà, il est bientôt 11 heures. Mais on peut faire pas mal de petites choses. Hein. Captive Portal, on va le paramétrer là. Le VPN, voilà, on a une IPsec, OpenVPN, L2TP, enfin voilà. Puis après, vous avez tous les statuts, savoir qui est connecté, les diagnostics, enfin voilà. Donc voilà comment se comporte le système. Voilà, voilà bah, j'ai fini cette présentation, cette démo. Hein. Bon, j'avais prévu un plan B. Hop, je vais me remettre et je vais regarder si vous avez des questions. Euh, alors, je vais essayer de. Alors, j'ai le temps nécessaire pour chiffrer, déchiffrer l'information ne représente-t-il pas une contrainte pouvant impacter la sécurité? Non, mais non, c'est un peu la base. Hein. Bien sûr, il faut quand même des processeurs qui soient très costauds hein, pour faire tout ça. Hein. C'est pour ça, hein, le hardware maintenant demande de plus en plus. Hein. Mais maintenant, c'est un peu la base, hein, le chiffrement, et c'est pour ça qu'on a besoin de microprocesseurs assez puissants pour faire ça et ne pas ralentir les communications. Voilà. Alors, j'ai une question. Merci pour tous ces éléments intéressants. Donc, dans le cadre d'un déploiement IoT LoRa sur un réseau privé, est-il pertinent de réfléchir à une solution avec un Anibus Defender entre la passerelle LoRa et l'IT du site? Ça a toute la sécurité en fait de l'IoT commence à devenir un sujet où on a des passerelles hein, qui vont soit envoyer des données vers une plateforme ou soit les mettre en local à disposition. Et on peut mettre un Anibus Defender pour laisser passer les flux que dans un seul sens déjà. Euh, et puis également filtrer ce qui sort de la passerelle. Quoi. Donc ça peut être totalement pertinent de mettre tout ça. Quoi. Voilà. Alors sur le Anibus Defender, vous estimez à combien de temps formation nécessaire pour maîtriser la bonne config?
Alors, je dirais sur le plus petit, le compact, c'est assez rapide. Après, il faut quand même avoir des règles de routage, hein, comment ce qu'on veut faire. Après, bon voilà, j'ai réalisé quelques, des fiches techniques avec des cas, comme je vous ai montré là, avec et puis des exemples de paramétrage. Donc je l'ai fait sur le petit compact. Sur les 4000, les 6000, ça viendra. Avec des petits exemples qui permettent de démarrer, quoi. Voilà. Mais faut avoir quand même quelques notions, c'est quand même l'idéal. Mais on est là aussi, voilà, on peut vous aider, on peut vous assister, euh, soit voilà, sur un support classique, soit sous forme de prestation. Hein, donc voilà. J'ai une question, les protocoles industriels que le pare-feu est capable de gérer, donc voilà, bon je le répète, hein, Modbus, Ethernet IP, SIP, hein, pour les automates Rockwell, Bradley, toute cette série-là. Euh, et également le Profinet qui devrait arriver, c'est en cours de développement chez Nubus. Voilà. Alors les menus obligatoirement en anglais, bah, malheureusement oui, comme beaucoup de produits. Alors quel est le niveau de sécurité SLC par rapport à la norme 62443? La norme 62443, hein, c'est des processus internes, hein, que doivent avoir les produits. Euh, de technologie de sécurité. Euh, donc voilà, il y a pas vraiment de différence entre les deux, quoi. Voilà. Alors oui, en effet, hein, ça ressemble à du pfSense, hein, il y a quelqu'un, quelles sont les fonctionnalités en plus de chez Nbus, qui repose sur la même couche logicielle, mais c'est le hardware, hein, la différence. Hein. Ça tourne sur un hardware qui est dédié. Euh, donc, euh, donc voilà, avec du multilan, etc., etc. Voilà. Mais après, ils ont leur propre couche firmware propriétaire en plus des interfaces. Donc j'ai une question, voilà, les produits par rapport à la norme 62443. Donc ils suivent cette la norme là. Ils ont été audités. Il n'y a pas la certification parce que bah, c'est un processus très très important, mais ils suivent totalement tout ce que demande la norme 62443-4-3. Voilà. Voilà pour l'ensemble de vos questions. J'en ai plus d'autres. Donc, bah, je vous remercie hein, à tous pour votre présence, hein, d'avoir suivi jusqu'à la fin. Et j'espère que ça aura été intéressant pour vous et donner des idées pour protéger voilà, les sites soit industriels ou même dans tout ce qui est bâtiment aussi pour avoir des applications. Donc, voilà, bonne fin de journée à tous, très bon week-end et je vous dis à bientôt. Vous avez mes coordonnées, vous pouvez me contacter si vous avez des questions additionnelles ou contacter voilà notre service commercial. Voilà. Bonne journée à vous, merci pour votre présence encore. Voilà, merci, au revoir.